cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Au deuxième jour de la 72e session du comité régional de l'OMS à Lomé, ce mardi, les différents participants ont tablé sur des sujets de santé publique communes à tous les pays du continent comme les maladies non transmissibles, la drépanocytose, entre autres. Les détails à suivre dans ce journal. Moins de sable dans nos poubelles. Tel est l'objectif que s'est assigné l'ONG Enpro, spécialisée dans la gestion des déchets dans la ville de Lomé. Une gestion quasi impossible à cause du fort taux de sable constaté dans nos poubelles. Que faire pour y remédier? À suivre également dans cette édition. Et puis on connaît depuis la semaine dernière le prix du gaz butane au Togo, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Ce mardi, une équipe de contrôle des prix a démasqué certains vendeurs véreux. Vous le suivrez et vous le découvrirez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, 2 audiences ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État Fort et Sozimna Nyazingbe a d'abord reçu la directrice région Afrique de l'OMS, Dr Moeti Machidiso, puis le directeur général de l'organisation. Eh bien, leurs discussions ont porté sur la 72e session du comité régional qui se tient à Lomé et les enjeux et défis de la santé en Afrique et dans le monde ont été abordés. Le leadership du chef de l'État a été d'ailleurs salué par les 2 personnalités. Nous les écoutons au micro de Ramdan Bassina. D'abord, j'étais très honoré et très heureux d'être reçu par M. le Président. Donc, nous avons parlé de la développement sanitaire ici au Togo. J'ai pu féliciter M. le Président pour son leadership, pour sa vision qui se traduit en actions concrètes. D'abord, nous avons discuté hier la stratégie pour la santé en Afrique et nous avons constaté que ce qui se passe ici au Togo peut être un exemple pour d'autres pays dans plusieurs volets. D'abord, la réponse à la pandémie de Covid-19 était très efficace ici et nous savons que c'était sous le leadership personnel de M. le Président. Il a coordonné une équipe multisectorielle des ministres à haut niveau et ils sont arrivés maintenant à la vaccination de 40% de personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, les travailleurs de la santé, les personnes qui ont quelques maladies. Et puis, deuxièmement, la stratégie de la santé primaire, ce qui se passe, la construction de l'infrastructure au niveau périphérique, l'augmentation de la capacité de former les travailleurs de la santé. Vous savez, les ressources humaines sont une des contributions de facteurs qui font beaucoup plus de différence pour améliorer la santé de la population. Il y a aussi une initiative qui a beaucoup impressionné les ministres de la Santé qui ont discuté de ça hier, c'est la contractualisation de formation de santé, surtout les hôpitaux, pour les rendre plus efficients avec des ressources qui sont déjà disponibles au niveau du système de santé. Ça veut dire que améliorer la gestion, améliorer l'approvisionnement en médicaments, minimiser le gaspillage de l'argent qui est alloué aux hôpitaux. Et l'expérience ici au Togo, c'est que ça a amélioré la qualité des soins disponibles à la population. Et j'ai demandé à M. le Président de le nommer comme le leader de ça parmi tous les présidents africains, parce que nous voulons tous que le système de santé soit mieux financé en Afrique. Nous voulons augmenter le financement, mais je crois qu'ici, il y a déjà une expérience qui montre avec le même montant, nous pouvons avoir beaucoup plus de l'impact. C'est un très bon exemple pour d'autres pays et nous allons promouvoir et partager cette expérience du Togo avec nos États membres dans la région africaine. Very nice to meet His Excellency the President. C'était vraiment très intéressant de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons eu de très bons échanges.
Comme vous le savez, la raison de ma présence, c'est à l'origine la session du comité régional de l'OMS qui se tient à Lomé au Togo. Donc je suis content d'être ici et je remercie tout le peuple togolais pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Nos félicitations au Togo. Vous avez éliminé aujourd'hui le trachome, la dracunculose, la trypanosomiase et la filariose lymphatique. Éliminer 4 maladies d'un seul coup n'est pas du tout aisé, mais vous l'avez fait. Nos félicitations. Nous avons décerné un prix au chef de l'État. C'est une reconnaissance non seulement au président, mais aussi au gouvernement et au peuple togolais. Vous avez bien fait d'éliminer 4 maladies, mais vous avez besoin de continuer. Un autre aspect de nos discussions, c'est par rapport au cadrage de la santé universelle. Le président s'est résolument engagé pour réaliser un cadrage pour le peuple togolais. Vous savez, il existe un programme qui est déjà mis en œuvre portant sur l'assurance santé. Nous avons eu à échanger sur comment collaborer ensemble pour faire de ce projet une réalité. Nous avons aussi discuté de la situation du Covid-19. Au Togo, maintenant, ça va mieux, c'est à un niveau très bas. La maladie existe toujours et nous avons besoin de continuer la lutte pour arriver à bout. Nous avons discuté de comment augmenter la production locale de vaccins en Afrique. Je remercie le chef de l'État, Faure Mnanya-Simbe, pour ses efforts et ses engagements en faveur de la santé au Togo, en Afrique et dans le monde. Et justement, la 72e session du comité régional de l'OMS était à son 2e jour ce mardi. À l'heure du jour, les maladies non transmissibles qui constituent la première cause de mortalité en Afrique. Les pays représentés à Lomé ont convenu donc d'une stratégie nouvelle pour une meilleure prise en charge de ce que l'on nomme les MNT. Les précisions avec Ekwe Salah. La situation des maladies non transmissibles de plus en plus inquiétante en Afrique. D'après l'Organisation mondiale de la santé, ces maladies sont à l'origine de plus d'un tiers de décès par an dans la région africaine. Et l'arrivée de la maladie à coronavirus n'a que jeté plus d'ombre à un tableau déjà sombre. En 2010, la prévalence de l'hypertension artérielle était de 19% chez les Togolais de 15 ans à 65 ans. En 2021, la prévalence de l'hypertension artérielle tourne autour de 27%. Le diabète, il y a 10 ans, la prévalence était de 2,6%. Aujourd'hui, nous avons doublé ce taux. Donc ça veut dire qu'il y a un souci. Et également, on a pu montrer que la surcharge pondérale et l'obésité sont en train d'exploser également sur le terrain. Mais ce qui est encore grave, c'est que nous consommons excessivement de sel. Le comité régional de l'OMS pour l'Afrique propose un paquet essentiel pour s'attaquer aux maladies non transmissibles sur le continent. Il s'agit de la stratégie PN+, adoptée à cette rencontre à l'unanimité. C'est un package essentiel mis en place par l'Organisation mondiale de la santé qui permet de mettre en place des directives simples, applicables dans toutes les structures et par tous les agents de santé des maladies non transmissibles. Et également, dans cette stratégie, il est mis en place les molécules essentielles par rapport à la prise en charge de ces maladies. En attendant le déploiement de cette stratégie, il faut soi-même se prémunir contre le mal. Manger moins gras, moins sucré et moins salé, associé aux activités sportives, éviterait de tomber dans le cercle vicieux de ces maladies. Les systèmes de santé se sont vus submergés par la Covid-19. La pandémie au coronavirus a montré la nécessité pour les États de faire encore plus et créer ainsi des systèmes de santé résilients. L'OMS veut alors donc que les différents États fassent des efforts pour parvenir à la couverture sanitaire universelle et garantir ainsi la sécurité sanitaire des populations. Et les efforts pour y arriver et l'expérience des autres États ont fait l'objet d'échanges toujours à cette 72e session du comité régional à Lomé. Le compte rendu de cette session avec Christine Petchekeloudet. Amélioration de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous,
réduction des fardeaux financiers pour les familles, disponibilité des médicaments, des objectifs de la couverture sanitaire universelle, presque au point mort dans bien de pays de la région Afrique pour l'OMS. Le Covid-19 a encore aggravé les fragilités des systèmes de santé. L'OMS incite les États à repenser et à reconstruire. Il est important d'investir dans la santé pendant qu'il n'y a pas une crise ou bien une pandémie. On a besoin d'augmenter la contribution publique, le gouvernement, et aussi que nous travaillons étroitement avec le bailleur de fonds pour voir comment nous pouvons mettre ça en place pour s'adresser aux niveaux différents des systèmes de santé. Deuxièmement, je crois que c'est bien sorti que nous devons avoir des systèmes qui ont la capacité à tous les niveaux. Pas seulement au niveau central avec de grands hôpitaux, mais jusqu'au niveau périphérique, jusqu'au niveau communautaire. Le leadership est très important. Le leadership à haut niveau politique, qui est le travail multisectoriel avec d'autres secteurs aussi importants. La couverture sanitaire universelle, le Togo en a fait une préoccupation et une priorité de cohésion sociale. 19 milliards de francs CFA y sont consacrés. Les leçons tirées de ce rendez-vous consolident les efforts du Togo. La Covid-19 a permis de se rendre compte qu'il n'y a aucun pays qui détenait un système de santé résilient, donc capable de faire face au choc comme il faut. Être ensemble avec les autres pays nous ont permis déjà de voir ce que nous avions déjà comme bonne pratique. Comme je l'ai dit, le cadre de lutte qui est institutionnalisé à un haut niveau de l'État fait la différence. Au niveau également de la mobilisation des ressources, mais également le fait qu'on ait très tôt compris l'importance que les communautés soient associées. En entendant les témoignages des autres pays, nous avons pu voir que le Togo a fait les bons choix de soutenir les communautés, de soutenir autant que possible l'activité économique, puisque ce sont les communautés qui, dans leur milieu de vie, qui vont contribuer à ce que la communauté se développe, mais également se protège au niveau de la santé. Depuis 2014, selon la Banque mondiale, l'assistance au financement des systèmes de santé s'est amenuisée. La meilleure gestion et organisation du personnel de santé, la nécessité pour l'Afrique de mobiliser ses fonds propres sont d'autres pistes à exploiter pour affronter les chocs et les futures éventuelles crises sanitaires. La drépanocytose constitue un problème de santé publique et fait également des ravages malgré les différentes sensibilisations. Et cette session de l'OMS est donc une opportunité pour les pays de la région Afrique d'accentuer davantage la sensibilisation pour venir à bout de ce mal. Et les différents pays présents ont également partagé une fois encore leurs expériences qui serviront de leçon pour les uns et les autres. Le compte rendu avec Antoinette Romao-Vovor. Maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges, la drépanocytose, encore appelée anémie falciforme. Le mal est caractérisé par une anomalie de l'hémoglobine, principale protéine du globule rouge. Environ 1000 nouveau-nés dans le monde sont atteints par jour et malheureusement, plus de la moitié décèdent avant leur 5e anniversaire de ce douloureux héritage familial. La région Afrique concentre près de 66% des drépanocytaires du monde. Les efforts de l'OMS depuis 2010 contre la maladie tardent à rallier des foules. Après plus de 10 ans d'adoption de cette stratégie, ça n'a pas beaucoup progressé dans la région. Et c'est pour cela que nous avons organisé aujourd'hui cet événement parallèle pour sensibiliser encore plus les pays. La drépanocytose, en l'occurrence, est une maladie quelque part négligée. Elle appartient au groupe des maladies non transmissibles, mais les pays ne prennent pas les mesures qu'il faut pour lutter efficacement contre cette maladie. Mais au-delà de cette stratégie, il fallait qu'on organise une campagne de sensibilisation aujourd'hui et on voudrait que cette campagne de sensibilisation continue et que les pays se l'approprient. Nous prévoyons aussi de mettre en place des mécanismes de suivi et évaluation de cette campagne. Ces mécanismes seront annuels, avec des indicateurs pour voir un peu comment on avance, comment nous progressons dans la mise en œuvre de cette campagne régionale. Au Togo, des stratégies sont également entreprises pour accompagner les malades. Le Centre national de recherche et soins aux drépanocytaires mène la lutte. Le centre a initié un partenariat avec la centrale d'achat des médicaments génériques, c'est-à-dire la CAMEG, pour disponibiliser de l'hydroxyurée pour nos patients. Il est prévu
essentiellement 2 grands projets. Le premier projet, c'est de pouvoir faire un dépistage de masse à l'endroit de la population pour avoir une cartographie de la drépanocytose dans notre pays. Il y a le deuxième projet qui consiste à décentraliser l'offre de soins. Il est donc plus qu'urgent que le Togo et toute la région Afrique entament une campagne pour accentuer la sensibilisation, conscientiser les populations sur les risques et surtout les moyens de prévention de cette maladie complètement évitable qui touche près de 16% de la population togolaise. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette deuxième journée de la 72e session du comité régional de l'OMS Afrique. Une session donc qui se déroule à Lomé. Le cadre permanent de concertation tient depuis hier à Lomé sa 6e réunion consacrée à l'ouverture de la deuxième session de 2022. Et pendant 3 jours, les partis politiques réunis vont tabler sur plusieurs sujets, notamment l'environnement, l'inclusion financière et l'énergie. Voyons cela avec Abile Nyazingbe. Cette deuxième session de l'année a été marquée d'abord par le renouvellement de l'instance décisionnelle du cadre permanent de concertation. Le bureau compte 5 membres avec à sa tête, à côté Adrien, du parti politique La Convergence Patriotique Panafricaine CPP, et ceci pour un mandat de 3 mois. Sujet également à l'ordre du jour, la politique énergétique, un secteur d'une importance capitale dans la stratégie de croissance accélérée engagée par les plus hautes autorités du Togo. Le pays entend garantir, à l'horizon 2030, un accès universel à des services énergétiques fiables, durables, modernes et à moindre coût. Tout pays développé comme pays en voie de développement a besoin d'énergie. C'est pour cela que les partis politiques membres du CPC se sont réunis pour en parler et attirer l'attention du gouvernement sur les problèmes existants, comment les résoudre et faire en sorte que nous ne soyons plus dépendants de l'appui extérieur. Outre le sujet lié aux questions énergétiques, d'autres communications sont inscrites à cette rencontre, notamment l'environnement et l'inclusion financière. La transformation des produits agricoles. Eh bien, le sujet est au cœur d'une formation, une formation donc qui réunit les encadreurs des différents centres de formation agricoles et rurales. Il est question justement de les outiller sur les techniques de savoir-faire en matière de transformation justement de ces produits agricoles pour être plus compétitifs sur le marché international. Les précisions dans ce reportage de Edwige Atakpabasabi et Eliagba Nyadao. La transformation agricole est l'un des axes stratégiques dans le développement de l'agriculture au Togo. Il faut avoir la technicité actualisée, les acteurs du secteur le savent. Cette école du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP a accueilli 16 stagiaires. De la théorie à la pratique, ils ont compris. Du produit brut au produit fini, c'est tout un processus. On a essayé ensemble avec eux pour faire un peu d'économie et créer quelque chose de bon, de sécher les légumes. Et on cherche les légumes aussi, surtout la tomate, actuellement qui sont très chers. Les bonnes femmes qui sont dedans ont demandé à ce qu'on sèche les tomates, qu'on sèche un peu les oignons, pour voir est-ce qu'on ne peut pas aider la population avec ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est pour notre intérêt et l'intérêt de la population, pour contribuer au moins à l'économie du Togo. Ces techniques de séchage vont respecter les normes ISO HACCP. Nous allons apprendre à nos formateurs à produire du jus de ces différents fruits que nous venons de citer, à produire des confitures qui respectent toujours ces normes internationales. Ils sont tous enseignants dans 5 centres de formation agricole et rurale. Leurs connaissances acquises devraient être partagées à leur tour avec les apprenants de leur centre. On nous a parlé sur le système HACCP qui permet de garantir la production des produits de qualité dans une usine de production. Ça garantit la qualité de nos produits. Donc ce système est en gros basé sur 12 étapes dont 7 principes. L'usine actuellement All Bio
c'est les différents produits qu'ils transforment, tels que l'ananas, qu'ils font du jus d'ananas, de l'ananas séché, tels que du gingembre, les légumes, ainsi de suite. Et on nous a un peu briefé sur l'utilisation des machines, le séchoir, comment ça s'utilise, les étapes de production. Dans la modernisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le projet s'est donné le devoir d'équiper les centres en équipement moderne de transformation de produits agricoles. Cette formation va dans le sens de la transformation structurelle de l'agriculture togolaise. Le chef de l'État avait déjà annoncé la création d'une agence de transformation agricole d'ici. Et qui dit transformation dit déchets. Que contiennent juste d'ailleurs nos poubelles à part les ordures? Eh bien, un élément que nous ne soupçonnons même pas. Le sable. Nos poubelles en contiendraient en quantité et ce qui complique la gestion des déchets. Eh bien, l'ONG Ampro veut y mettre fin et lance justement un projet de réduction du sable dans nos déchets. Les précisions avec Sandra Aziagbe. Le sable représente 40% des déchets d'une poubelle de ménage. Érosion du sol avec le temps, mais grande difficulté sur le moment concerne la gestion des déchets. L'ONG Ampro Écosystème naturel propre ambitionne d'amener les ménages à changer de pratique. Le sable contribue au remplissage du centre d'enfouissement technique, ce qui n'est pas très bon pour ce centre. Nous voulons passer par la sensibilisation, appuyée aussi par des techniques de réduction de sable dans les maisons. Parce que nous avons proposé des outils, et des outils c'est en concertation avec les ménages. Pas des outils importés, c'est des outils que nous utilisons nous tous dans la maison. Ce sont des tamis conçus pour réduire le sable. C'est un projet pilote qui va s'étendre sur 12 mois. Ça va balayer et faire le tri des ordures pour une gestion durable des déchets. En mettant à leur disposition 3 poubelles. Une poubelle dans laquelle ils vont mettre seulement les déchets fermentescibles, une autre, les déchets plastiques, et la troisième poubelle, c'est tout ce qui n'est pas ni fermentescible ni plastique, pour commencer. En le faisant, à chaque fois que la personne s'approche d'une poubelle pour déposer les déchets, doit se rassurer qu'il n'y a pas de sable. S'il y a du sable, utilise la technique, les outils pour réduire le sable avant de verser. Sont prises en compte 30 concessions dans les communes 5 et 7 du Golfe. La gestion des ordures ménagères concerne tout le monde et est d'un grand gain dans un monde où rien ne se perd, mais tout se transforme. Et au Soudan, ce n'est pas le sable qui pose problème, mais plutôt l'eau. La période des pluies crée le chaos dans plusieurs États et les populations se retrouvent désemparées. Regardez. Au Soudan, le village de Makailab n'a pas pu résister aux fortes pluies qui se sont abattues sur lui, forçant les habitants à quitter leurs terres. Dimanche, les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans l'État du Nil et 5 autres États. Après les dégâts causés par ces inondations, quelques habitants tentent de récupérer quelques-unes de leurs affaires dans ces décombres. Les inondations étaient très fortes, explique Mohamed Tigani. Elles ont instantanément rempli les rues du quartier, puis les ruelles et les maisons. Les pièces à l'intérieur, les balcons, tout était rempli d'eau. Seules quelques personnes ont réussi à sauver leurs meubles. La saison des pluies a habituellement lieu au Soudan entre mai et octobre, causant au passage de graves inondations qui endommagent les habitations, les infrastructures et les récoltes. Les habitants sont inquiets. L'automne vient de commencer et les gens s'inquiètent de voir arriver d'autres pluies et de ne pas avoir d'endroit où rester. Toutes les familles n'ont pas d'abri et nous sommes inquiets pour la sécurité de nos enfants car il y a des scorpions et des serpents. Les gens sont inquiets de ce que ces fortes pluies pourraient apporter avec elles. Cette année, quelques 80 personnes sont mortes et des dizaines de milliers de logements ont été détruits ou endommagés par ces inondations, selon des chiffres officiels. Les autorités ont lancé des campagnes de pulvérisation d'insecticides pour empêcher la prolifération des moustiques.
Retour en page nationale où la centrale des organisations syndicales des taxis-motos et tricycles du Togo renaît de ses cendres. Elle était en assemblée générale extraordinaire la semaine dernière à Lomé. Il s'agit ainsi de réorganiser et assainir le secteur. Le compte rendu avec Marcel Fandinou et Eli Agba Nyadao. Les engins à 2 et 3 roues animent de plus en plus les transports urbains au Togo. Ils sont des centaines à offrir des services de transport de personnes et de marchandises. Le manque d'organisation ne leur permet pas de tirer pleinement profit de leurs activités. La centrale syndicale des taxis, motos et tricycles sort de sa léthargie. Maintenant, on va corser, on va suivre. On va peut-être agir comme cela se fait dans les pays développés en soutirant des points. Lorsque vous commettez des accidents bêtes, on vous soutire 1 point ou bien 2 points. Et lorsque ça aura atteint un seuil, on vous retire catégoriquement le permis. Bientôt, avant de faire taxi-moto ou conducteur de tricycle, il faut avoir une autorisation, un agrément. Même les compagnies de transport taxi-moto qui se créent ne doivent recruter que des conducteurs disposant de l'autorisation. À l'issue de ce congrès extraordinaire, que nous élaborions des stratégies idoines qui pourront nous amener à faire la riposte, c'est-à-dire à lutter contre le terrorisme. Et nous avons des idées que nous allons partager avec les nôtres. Agbo comme la vie reprend ainsi la tête de cette centrale avec 16 autres personnes pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Ils vont impulser la réforme d'un secteur qui occupe plus de 100 000 personnes. Et l'actualité ce mardi est marquée par cette visite surprise cet après-midi des équipes de contrôle du ministère du Commerce chez les distributeurs de gaz butane. Sur le terrain, des interpellations sont survenues concernant le réajustement des prix du gaz. Il est exigé de tous les vendeurs le respect du nouveau prix, mais aussi l'affichage de ces prix pour les clients. Dodo Harry a suivi l'équipe. Voici son reportage. Ils s'y attendaient le moins quand les contrôleurs du ministère du Commerce ont débarqué. Contrôle des nouveaux prix du gaz, réajustés par le gouvernement. Ici à Tocoin Centre, le gérant a disparu après avoir aperçu le directeur général du commerce. Sur les bouteilles de gaz, aucun prix mentionné. Le vendeur est interpellé. Une convocation a été signifiée à la station. Dans certains points de vente, les prix sont bien visibles. Par contre, c'est en présence des contrôleurs que certains se dépêchent de mentionner les vrais prix. Ils n'ont pas le choix, soit ils le font, soit les contrôleurs le font à leur place. À mon niveau, il n'y a pas de souci par rapport au prix. Nous les vendons au prix réel, fixé par le ministère du Commerce. Depuis que les prix du gaz ont été réajustés, l'on note des hésitations dans l'application des mesures du gouvernement. Le constat est clair, chacun y va selon sa convenance. Tantôt c'est écrit à la main, tantôt c'est écrit à l'ordinateur, c'est diversement apprécié. Donc nous avons dit quand même que les prix soient affichés de façon visible, que de loin le client ou bien le consommateur puisse voir le prix affiché et bien affiché pour qu'il n'y ait pas d'amalgame possible. La loi sur la concurrence oblige tous les vendeurs à afficher les prix de chaque bouteille. Ceux qui font encore la surenchère seront punis. La population est appelée à dénoncer tout contrevenant. C'est l'occasion d'appeler les uns et les autres au respect des mesures du gouvernement. Et c'est l'occasion aussi pour moi de rappeler les prix subventionnés par le gouvernement. Le prix d'1 kilo est à 790. La bonbonne de 6 kg est à 4 740 et la bonbonne de 12,5 kg à 9 875 francs. Donc, tous les acteurs doivent respecter ces prix. Le consommateur peut dénoncer en appelant le numéro vert 8585 pour dénoncer ces cas de pratiques anormales. Pour les sanctions, ça va des amendes jusqu'à la suspension des autorisations ou des agréments donnés à ces sociétés. Pour l'instant, ce n'est qu'une sensibilisation. La répression pourrait intervenir si les distributeurs font fi du règlement en vigueur.
Et quel que soit le prix du gaz, la cuisine se fera. Et c'est d'ailleurs la cuisine et surtout la bonne cuisine qui est à l'honneur lors du concours gastronomique Trophée des Amazones démarré hier dans la ville d'Anéro. Le compte rendu avec Clarisse Aticlé. Tour et inspection des ingrédients, puis choix minutieux. C'est le top départ du concours gastronomique Trophée des Amazones. 14 candidates sont en lice, toutes des amateurs en cuisine. Accompagnées de leurs commis, elles s'attellent à préparer 3 plats. Une entrée, un plat de résistance et un dessert en seulement 2 heures de temps et avec les ingrédients mis à leur disposition. J'ai choisi les légumes avec soin. J'ai voulu apporter du goût et aussi de la conscience. Pas trop d'huile, pas trop de matière grasse. J'ai fait sauter des crevettes avec des légumes également comme la tomate, le haricot vert et j'essaie de décorer avec la mangue et la tomate et le concombre. En dessert, j'ai fait une salade de fruits que je conserve dans la peau de l'ananas. L'idée, c'est justement d'amener les concurrentes à démontrer leur talent et leur savoir-faire culinaire. Et c'est l'objectif poursuivi par la promotrice à travers la première édition de ce concours purement féminin au Togo. Nous avons permis aux femmes de pouvoir oser présenter notre terroir et notre patrimoine culinaire et c'est très important aujourd'hui pour nous. Pour être sacré, il faut une motivation, une volonté, un savoir-faire et cet amour de cuisiner pour les autres. Les prestations des candidates sont suivies de près et notées par les membres du jury composé de chefs cuisiniers. Ils sont choisis au niveau local et à l'international. Les personnes qui ont concouru aujourd'hui, c'est des novices. C'est des personnes qui n'ont jamais fait ce genre de concours. C'est des personnes qui ne se sont jamais montrées. Et c'est des personnes qui nous ont montré des choses formidables. Nous aimerons que ce concours qui a été initié ce matin, qui continue demain avec les plus grandes, ça veut dire les personnes qui sont des professionnels, qu'on puisse voir des choses meilleures. Ils sont notés sur la façon de travailler. Il y a la gestion de l'hygiène, la technicité, le goût bien évidemment, le respect du thème qu'on leur a imposé, méli-mélo de la mer, et puis après la présentation et également le comportement. Le concours gastronomique Trophée des Amazones s'étale sur 3 jours, du 22 au 24 août 2022. Après cette première journée des amateurs, les professionnels ont rendez-vous le 2e jour et les heureuses gagnantes seront connues le mercredi 24 août. Elles partiront avec une enveloppe financière chacune et représenteront le Togo et toute l'Afrique au concours international La Cuillère d'Or en France en novembre prochain. Bonne chance donc aux différents candidats. Et puis le ministre de l'Économie et des Finances porte à la connaissance du public que la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA recrute dans les États membres le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Le poste à pourvoir est dans le secteur de l'administration publique internationale. Le lieu d'affectation est Libreville au Gabon. Le poste à pourvoir est un poste de comptable senior. Dans la catégorie A1 ou A2, le supérieur hiérarchique donc de ce comptable senior sera le chef du service financier et comptable. La mission du futur comptable senior et les conditions générales de recrutement sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.